Bonjour à tous, cette vidéo est la troisième d'une série de 4 vidéos sur la monnaie, et je vous invite donc à aller voir les vidéos précédentes si vous voulez mieux comprendre le contenu de celle-ci. J'évoquerai ici différentes problématiques autour de la monnaie, en particulier pourquoi le système monétaire actuel induit une mauvaise répartition des richesses et une mauvaise reconnaissance des métiers utiles à la société. Pour y remédier, je proposerai un nouveau système fiscal, basé notamment sur un impôt sur le revenu progressif et exponentiel, permettant d'aplanir les écarts de richesse entre les individus, et je proposerai un système à 4 monnaies, avec chacune une fonction bien spécifique, permettant de répondre à un problème donné. J'espère que cette vidéo vous plaira. Allons-y. Actuellement, la monnaie est utilisée pour des raisons très diverses. Elle est à la fois utilisée pour spéculer sur les marchés financiers, pour financer les services publics, pour acheter sa baguette de pain ou pour s'adonner à toutes sortes de loisirs. C'est comme si la société s'accordait pour mettre au même niveau de valeur le travail d'une infirmière, d'un directeur de communication dans une agence de publicité et la gestion de capitaux sur des marchés financiers. Je crois que ce mix est désastreux pour de nombreuses raisons, dont des questions morales et philosophiques sur le sens que nous donnons au travail. Entre les ouvriers ayant tout juste de quoi subvenir à leurs besoins, malgré leur rôle indéniable de créateur de richesse nationale, les infirmières ou les professeurs sous-payés au vu de leur rôle essentiel pour le développement sanitaire et culturel du pays, et les actionnaires devenus multimillionnaires grâce à des licenciements massifs, où est la justice? Entre les boulangers se levant chaque matin à 4 heures pour faire leur pain, et les notaires dont la fonction leur attribue le droit d'apposer leur signature en échange de quelques milliers d'euros, qui sont les plus méritants? Je pourrais aussi questionner la raison pour laquelle un même objet provenant de l'autre bout de la planète et ayant nécessité des heures de transport coûte souvent moins cher qu'un objet produit à quelques kilomètres de l'acheteur, ou le fait que la production et la vente d'armes rapportent plus que la production de fruits et légumes. Bien des questions existent. En particulier, certains se demandent s'il est légitime que la gestion et la création monétaire reviennent à la Banque centrale européenne et que la monnaie utilisée soit la même entre pays aux intérêts et aux structures économiques très différents. La France, pays touristique et agricole, s'appuyant sur une industrie en déclin, a-t-elle les mêmes intérêts économiques que son voisin allemand dont l'économie s'appuie sur l'exportation de produits industriels de qualité? Et qu'en est-il si l'on ramène cette problématique aux 19 pays de la zone euro? Ainsi, certains voudront que la France dispose à nouveau de sa propre monnaie. Et ont-ils tort si l'on estime qu'un État souverain se doit de pouvoir battre monnaie, de faire les lois, de rendre la justice et de décider de la paix et de la guerre? Cependant, disposer de sa propre monnaie n'est selon moi pas suffisant. Il faut que sa création soit sous le contrôle des citoyens, sinon la souveraineté n'appartient pas à l'État, mais à une poignée d'oligarques. Pour toutes ces raisons, je propose de revoir le fonctionnement de la monnaie dans nos sociétés modernes, en s'appuyant sur les expériences passées et sur les technologies actuelles, et je vais donc vous présenter un système instituant 4 monnaies aux fonctions clairement définies. Je commence par celle que je trouve essentielle. Il faut une monnaie qui soit hors de contrôle des banques privées. Pour cela, la technologie des crypto-monnaies permet aujourd'hui de décentraliser la production monétaire. Il n'est donc plus nécessaire qu'une institution centralisée soit en charge de l'intégralité de la production monétaire. De telles monnaies ont déjà été théorisées ou mises en pratique, et une décision politique pourrait permettre de généraliser leur utilisation. Cette monnaie serait versée quotidiennement sur les comptes de chaque individu, à la manière d'un revenu universel, et son montant serait redéfini régulièrement de manière démocratique. Sa mise en place devrait être associée à la définition d'une liste de produits et services dits de première nécessité et de confort de base auxquels cette monnaie donnerait accès. C'est-à-dire un accès à l'eau, à la nourriture, à l'électricité, au chauffage, à des fournitures vestimentaires et un minimum d'activités sportives et culturelles. Elle permettrait ainsi à chacun d'accéder à une vie digne sans avoir à rendre des comptes, si ce n'est à la justice et à la collectivité, libérant ainsi les travailleurs le souhaitant des bullshit jobs et autres métiers inutiles, voire toxiques pour la société. Elle remplacerait également le système de retraite et de chômage actuel. Dans ce cas, un système de complémentaire privé pourrait être mis en place pour recevoir une retraite ou des indemnités de chômage plus importantes. La plupart des aides seraient également remplacées afin de permettre plusieurs choses. Tout d'abord, de simplifier les accès aux aides qui demandent actuellement de nombreuses démarches administratives, d'autant plus nombreuses que la situation d'un individu est instable. Ensuite, de libérer du temps et de l'argent aujourd'hui attribués à la gestion de ces aides par de nombreux fonctionnaires. Enfin, d'éviter le sentiment désagréable de stigmatisation lié à la réception d'aide. Elle serait alors versée à tout le monde, sans jalousie ni honte.
En parallèle, une monnaie étatique me semble nécessaire pour deux raisons. D'une part, avoir une monnaie de change permettant de commercer avec d'autres pays. D'autre part, donner les moyens à l'État d'appliquer ses décisions politiques. Cette monnaie servira en effet principalement à financer les projets nationaux ou territoriaux, en incitant les gens à effectuer des tâches essentielles pour le pays, telles que les services publics ou la construction et la rénovation de logements. Cet argent pourrait ensuite être dépensé pour accéder à une diversité de ressources plus importante que le revenu universel pour les individus souhaitant plus de confort en échange de leur travail. Une troisième monnaie serait quant à elle créée pour les échanges locaux. À la manière de monnaies locales déjà existantes, elle permettrait d'acheter des biens produits et vendus en circuit court, bénéficiant d'un allègement fiscal les rendant attractifs vis-à-vis de produits importés ou transportés sur des centaines ou des milliers de kilomètres. Cela inciterait les gens à consommer de manière locale et responsable, consommation de jour en jour plus nécessaire en raison des enjeux climatiques actuels et de la raréfaction des ressources naturelles toujours plus visibles. Enfin, une quatrième monnaie serait dédiée au financement des entreprises et des projets personnels par l'intermédiaire de prêts accordés par les banques. Dans ce cas, les marchés financiers deviendraient inutiles et les banques auraient un rôle d'intérêt public. Ces prêts offriraient la possibilité à chacun d'acheter un logement ou de créer une entreprise, seul ou à plusieurs, réduisant ainsi considérablement l'enrichissement par la rente locative ou par un monopole des moyens de production. Cela n'empêcherait pas pour autant l'accumulation de richesses par certains individus. Ainsi, en prenant pour exemple la théorie relative de la monnaie, il faudrait envisager une inflation contrôlée. Inflation permettant de réduire l'accumulation de richesses par l'épargne et de faciliter le remboursement des prêts. Le taux d'inflation devrait également prendre en compte l'économie mondiale pour ne pas freiner trop massivement la capacité d'importation du pays. Actuellement, la monnaie a connu 34% d'inflation en 20 ans, soit à peu près 1,4% par an depuis l'an 2000. Avec une inflation maîtrisée entre 3 et 4% par an, la monnaie perdra environ la moitié de sa valeur tous les 20 ans, soit en une génération. Sans que cela soit catastrophique pour l'économie, je pense que cela serait relativement dissuasif pour ceux voulant accumuler de l'argent sur plusieurs décennies. En effet, avec un taux d'inflation à 4%, 1000 € accumulés à un temps T n'en vaudraient plus que 140, 50 ans plus tard. Il serait possible de gérer cette inflation en augmentant régulièrement le montant du revenu universel et des financements étatiques. Cela réduirait les écarts patrimoniaux entre les différentes générations ou entre les individus installés depuis des générations sur le territoire et les nouveaux venus. Cela permettrait également d'inciter à la prise de risque, les emprunts étant plus faciles à rembourser avec le temps en cas d'inflation continue. Nous aurions ainsi à la fois une société plus égalitaire et plus dynamique, recentrée sur les projets utiles à l'intérêt général, car en grande partie financés avec de l'argent public. De plus, cette inflation étant contrôlée par une hausse constante du revenu universel, le pouvoir d'achat ne varierait normalement pas au cours du temps. Par ailleurs, étant attaché à une justice sociale et jugeant que la réussite personnelle doit autant profiter à l'individu qu'à la communauté, je propose différents changements concernant la fiscalité dans cette société repensée. Autant rêver plus grand, comme diraient les supporters parisiens. Nous avons vu que ces changements seraient associés à la disparition des marchés financiers. Cela ferait déjà un souci de moins, puisqu'il n'y aurait plus besoin de les réguler via une taxe sur les transactions financières. Concernant les cotisations sociales, elles perdraient beaucoup d'intérêt et j'envisagerais de les supprimer et de m'appuyer sur les autres impôts, dont l'imposition sur les revenus et le patrimoine pour une meilleure répartition des richesses. La TVA et les différentes taxes me semblent nécessaires pour orienter la consommation vers des dépenses responsables. Comme je l'ai dit plus tôt, ces taxes seraient plus élevées pour les produits importés ou transportés sur des territoires en capacité de les produire, afin de favoriser l'économie locale. Par ailleurs, je conserverai un impôt sur les profits des sociétés, ainsi que l'impôt sur le revenu. Cela nécessitera des contrôles suffisants pour éviter l'évasion fiscale des grandes entreprises et des grandes fortunes. Je conserverai également la taxe d'habitation et la taxe foncière, qui sont primordiales pour aider à financer les besoins des territoires, et plus particulièrement des communes. Ces impôts devraient selon moi être progressifs et exponentiels pour éviter l'accumulation de richesses inconsidérée. Je propose donc de ne pas imposer le revenu universel, puis d'augmenter progressivement l'imposition dès le premier euro perçu au-delà de ce revenu. Je me suis amusé à créer la formule suivante pour définir la part de revenu imposé. Dans cette formule, le revenu correspond au revenu total, revenu universel plus autres salaires et revenus. Le pourcentage de taxation correspond quant à lui à un pourcentage fixé par le Parlement. Cela peut paraître assez tordu, je ne suis pas mathématicien et j'ai fait cela au jugé. Mais voici les courbes d'imposition avec une taxation à 33% et 70%. En abscisse, vous avez les revenus annuels et en ordonnée le montant prélevé. Notons que cette imposition a l'avantage de s'adapter à l'évolution du revenu universel en l'incluant dans le calcul. Dans mon exemple, j'ai fixé le revenu universel à 1073 € par mois, soit le seuil de pauvreté à l'heure actuelle.
On peut voir que rien n'est taxé jusqu'au montant du revenu universel, soit 12 876 € net annuels. Lorsque les revenus totaux atteignent 20 000 €, 1 300 € d'impôts sont prélevés dans le cas d'une taxe à 33% et 2 700 € dans le cas d'une taxe à 70%. Il reste donc 18 700 ou 17 300 € après impôt. Ce salaire est proche du salaire médian français, donc la moitié des Français paieraient cette somme ou moins à l'heure actuelle si le salaire médian restait identique. Avec des revenus atteignant les 50 000 € annuels, soit près du quadruple du revenu universel, et largement au-delà de ce que touche la majorité des gens aujourd'hui, 9 800 € d'impôts sont prélevés dans le premier cas et 20 700 € dans le second cas. Il reste donc 40 200 ou 29 300 € après impôt. Je pense que peu de gens seraient déçus avec une telle somme perçue en fin d'année. Enfin, pour ceux qui réussiraient au point de toucher 10 fois le revenu universel, soit 130 000 €, les impôts prélevés sont de 43 500 € et 91 400 €. Il reste donc environ 86 500 € ou 3 600 € net après impôt. Il apparaît donc que cette formule permet de limiter les écarts de richesse indécents. Cette formule étant modulable, il est possible de l'adapter après concertation démocratique, afin que l'impôt soit plus ou moins confiscatoire. Il est en effet possible de choisir d'autres taux d'imposition, selon son penchant plus libéral, plus communiste, ou simplement pragmatique, pour s'adapter au mieux aux besoins de prélèvement de la part de l'État. De la même manière, un impôt sur le patrimoine pourrait être mis en place, avec une imposition ne débutant qu'à un certain seuil de patrimoine ou de fortune. Le patrimoine moyen en France étant de 240 000 € en 2018, je propose une taxation pour les patrimoines dépassant 2 fois cette somme, soit 480 000 €. Enfin, je reprends une idée entendue dans la vidéo de Stupid Economics concernant les héritages. Plutôt que de toucher son héritage au moment de la mort d'un proche, ce qui est une situation émotionnelle plutôt étrange, nous pourrions envisager de conserver les droits de succession pour les conjoints ou les parents de la personne décédée, mais de le supprimer pour les descendants. Les biens personnels seraient transmis aux familles, mais le patrimoine immobilier, mobilier et les dépôts bancaires seraient récupérés par l'État. La succession serait remplacée par l'attribution à chaque personne atteignant la majorité d'un montant réparti entre chaque individu. Chaque année, environ 800 000 personnes atteignent la majorité. Si l'on répartissait les 14,4 milliards d'euros prélevés sur les successions en 2019, cela permettrait de répartir 18 000 € par personne pour se lancer dans la vie et potentiellement envisager d'entreprendre à l'âge le plus dynamique. Nous avions vu précédemment comment circule grossièrement l'argent au sein d'un pays à l'heure actuelle. Pour plus d'informations, je vous renvoie à la vidéo précédente. Je vais désormais vous présenter le système alternatif basé sur le système à 4 monnaies. Désormais, la BCE et les marchés financiers disparaissent. La création monétaire est répartie entre l'État, les banques commerciales et un revenu universel créé de façon décentralisée pour chaque individu. Les monnaies locales peuvent quant à elles être converties à partir de ces 3 monnaies. L'argent dit étatique est produit par la Banque de France sur demande de l'État. Il sert à financer les services publics, la recherche, la défense et le développement général du pays selon des décisions prises par concertation démocratique. Il permet également de financer les salaires des individus participant à ces missions essentielles à la vie du pays. Enfin, cet argent sert de monnaie nationale utilisée pour les échanges commerciaux internationaux. En cas de surplus, une partie de la monnaie peut être détruite en la remboursant à la Banque de France. Le revenu universel correspond à une certaine somme versée à chacun. Pour éviter que la masse monétaire n'augmente sans fin, la même somme de monnaie est détruite après collecte des impôts. Les banques commerciales prêtent quant à elles de l'argent comme actuellement pour financer par exemple le développement des entreprises ou l'achat de logements. Cet argent est détruit après remboursement. Enfin, les monnaies locales sont gérées comme leur nom l'indique au niveau local. Elles permettent d'acheter des biens moins taxés, produits et vendus au sein d'un territoire donné et profitant d'un label spécifique. Ce système me semble paradoxalement plus simple et mieux adapté aux différentes problématiques rencontrées aujourd'hui, malgré la présence de plusieurs monnaies. Ce système permet en effet de relocaliser l'économie et donc de participer à la fois à la lutte contre le réchauffement climatique et à la préservation des ressources naturelles. Cette relocalisation permet également plus de justice sociale, puisqu'au sein d'un territoire donné, les normes sociales, économiques et sanitaires sont plus homogènes. Ce système permet également de rétablir le pouvoir de création monétaire par l'État et donc de restituer une souveraineté démocratique sur la monnaie. Il permet aussi de lutter contre la misère et l'exploitation de certains individus en offrant à tous un revenu universel permettant à chacun de choisir librement la tâche qu'il souhaite effectuer. Par ailleurs, il permet de lutter contre les inégalités via un impôt sur le revenu, un impôt sur le patrimoine et un impôt sur les sociétés, tous trois progressifs. Il sera ainsi possible de limiter les écarts de richesse à 1 pour 10 ou 1 pour 20, sans qu'il ne s'agisse d'un écart strict. Rien n'empêcherait en effet des individus aux compétences extrêmement rares, utiles ou novatrices pour la société de s'enrichir.
Cependant, l'accumulation de patrimoine serait dissuadée, et il serait plus intéressant pour ces individus de réinvestir leur argent dans l'économie. Dans le cas inverse, une quantité substantielle d'argent retournerait dans les caisses de l'État pour financer le développement du pays. Ce système permettrait également d'inciter les comportements vertueux en orientant les individus vers les tâches essentielles et en évitant les bullshit jobs grâce au budget de l'État et au revenu universel. De se débarrasser de la spéculation en se passant des marchés financiers et en utilisant une monnaie inflationniste. Et enfin, de sortir les États de la crise de la dette due aux intérêts étouffants liés à l'achat des titres de dette par les marchés financiers. C'était pas mal. Pas mal du tout. C'était très bien. Voici donc selon moi un système monétaire novateur, apportant de nombreuses solutions aux problèmes actuels, notamment en permettant une relocalisation des productions, permettant d'éviter la pollution atmosphérique et le réchauffement climatique, mais également en luttant contre les inégalités, tout d'abord en apportant à chacun un revenu universel inconditionnel, mais aussi en jouant sur l'inflation, permettant d'aplanir les écarts générationnels de richesse, et enfin de sortir les gens de l'aliénation que constitue le travail, en permettant à chacun d'effectuer un travail à la fois utile à la société et correspondant à ses goûts. Comme d'habitude, j'attends avec impatience vos retours dans les commentaires, quelques likes si vous avez apprécié cette vidéo, des partages pour m'aider à développer la chaîne, et si vous aimez globalement le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt!